Je m'appelle Lydia Laprade, c'est important. J'ai 24 ans, je suis originaire du sud de la France. Je vis à Paris depuis bientôt 5 ans. Je suis venue pour la danse et j'ai dansé toute ma vie en fait. Voilà, T'as commencé à quel âge? à 4 ans. Donc Waouh. ça fait 20 ans maintenant. Ouais. J'ai commencé par la danse orientale. Je suis franco-algérienne en fait d'origine. Donc ma maman m'a prise par la main quand j'étais toute gamine. Elle m'a amenée à mon premier cours de danse que je voulais surtout pas faire. Je me rappelle de mon premier cours et de ma première scène qui m'ont traumatisée. J'étais traumatisée. Premier cours, j'y allais à reculons. Première scène, j'étais dans les rues. Donc les rues, c'est les rideaux qu'il y a sur les côtés de la scène. Et je pleurais, je tremblais. Je me rappelle, il a fallu que ma mère vienne du public sur la scène, dans les rues, derrière, pour que je puisse y aller et tout. C'était horrible. J'étais vraiment petite. Et en fait, j'ai pris goût. Et j'ai fait de la danse orientale comme ça pendant presque 10 ans. Et après, via l'association dans laquelle je faisais de la danse orientale, j'ai croisé le chemin du hip-hop en fait. J'ai croisé une autre association dans ma ville. Et c'est comme ça que j'ai vu que le hip-hop existait. Et j'avais mon voisin de palier aussi qui était pratiquant, qui m'avait filé des DVD. Des DVD d'antiquité. Aujourd'hui, c'est des pièces incroyables. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'existence de cette culture et tout ça. Et j'étais déjà sensible à la musique. Donc la musique m'a attirée dans le milieu hip-hop comme elle m'a attirée dans le milieu kizomba, je vais en parler après. Et en fait, j'ai toujours eu ce lien très étroit avec la musique parce que mon papa était musicien et était fou de musique. Et c'est comme ça que le hip-hop m'a vraiment aguiché en fait, doucement, doucement. Et donc j'ai commencé à l'âge de 11 12 ans, je crois que j'avais, quelque chose comme ça. Et j'ai fait des concours tout de suite. Et donc du coup, j'ai vraiment pris goût à la pratique, goût à la compétition, goût à l'évolution, goût à tout ça là. Et, et donc petit à petit, je me suis émancipée parce que je vivais dans une petite ville. Donc on a vite fait le tour des pratiquants et des professeurs là-bas et tout ça. Et j'ai croisé la route d'un autre professeur qui était dans une ville à côté. Et c'est comme ça que ma pratique a continué et s'est ciblée surtout vers les disciplines hip-hop. Et j'ai commencé à donner cours très tôt aussi, surtout à l'âge de 15 ans, je donnais déjà des cours, je gérais déjà des groupes dans l'association dans laquelle j'avais commencé à danser, donc je suis devenue animatrice. Et je continue mes cours à côté. Et, et en fait, en parallèle, je continue mes études en fait. Donc j'ai fait des études, j'ai démarré des études parce que je les ai jamais finies. Vu qu'un jour j'ai pété un câble et j'ai tout lâché pour venir faire une école de danse à Paris. Voilà, donc en fait, euh, l'école que j'ai faite ici s'appelle Juste Debout School. Je connaissais son existence, mais je ne savais pas qu'il y avait une filière professionnelle. Et un jour, au hasard d'un coup de fil, juste avant de me réinscrire en L1 sciences du sport, une copine m'en parle et puis je vais sur internet. Pour moi, le truc c'était Undo Stress, un truc de ouf et tout ça. Et je décide d'y aller et je pète un câble en fait. Je vais voir ma mère, je lui dis maman, ça. Elle me dit oui, forcément, parce qu'en fait, elle a vu dans mes yeux que même si elle me disait non, j'allais y aller quand même. Donc, elle a préféré me back-up. Et en fait, en l'espace de rien du tout, j'ai trouvé mon logement à Paris, mon travail, parce que je travaillais en dehors de l'école la première année. Et je suis arrivée à Paris et j'ai commencé ma formation professionnelle. Euh, C'était de la danse tous les jours, de 10 h du matin jusqu'à 17 h le soir, toutes les disciplines possibles et imaginables. C'était une formation professionnelle à dominante hip-hop, mais avec plein d'autres danses qui venaient se mettre dans le cursus. Donc j'ai tout fait, claquettes, crump, classique, jazz, contemporain, on a fait du théâtre, on a fait voilà, plein de choses. Et, et en fait, c'est en deuxième année de... Donc en première année de formation, j'ai découvert la kizomba aussi en parallèle, au hasard, d'une vidéo, je crois, sur internet, que j'ai beaucoup aimée, dont je ne me rappelle pas, je ne sais plus laquelle c'est, mais par contre, je me souviens avoir été touchée par la musique. C'est la musique qui m'a plu tout de suite. Et j'avais des amis danseurs hip-hop qui faisaient de la kizomba, en fait, au Palais Maillot. Donc mes premières soirées, c'est le Palais Maillot avec la soirée de DJ Zaix. Et donc j'envoie un message à un de mes potes et je lui dis voilà, j'ai vu que tu faisais de la kizomba et tout ça, je peux essayer, j'ai envie de voir, j'ai envie d'en faire. Donc il m'a dit voilà, viens tel jour à tel endroit et c'est comme ça que j'y suis allée. Et en fait, la kizomba c'était un peu un rendez-vous avec ma féminité pour moi. Parce que dans ma formation de danseuse hip-hop, j'étais tous les jours
transpirante du matin jusqu'au soir. Voilà, pas maquillée, pas habillée, survêt, je dansais comme un mec, j'étais qu'avec des mecs. Voilà, c'était très masculin. Et à la Kizomba, mon petit rendez-vous du dimanche soir, c'était le moment où il fallait que je m'apprête, où il fallait que je me mette des talons, où il fallait que j'essaye de danser en talons, où il fallait que je me maquille, où il fallait que... Voilà, c'était mon rendez-vous avec ma féminité. Et puis surtout, j'ai toujours été fascinée, et encore aujourd'hui, malgré que je le pratique et que je l'ai analysé, j'étais fascinée par cette capacité de la part d'une femme ou d'un suiveur, parce que parfois l'homme tient le rôle de suiveur. J'étais fascinée par la capacité d'une personne à exécuter dans la fraction de seconde ce qu'on lui demandait de faire sans qu'il y ait de paroles ou d'échanges verbal ou de... Voilà, tu sens que tu dois reculer, tu recules. Pour moi, c'était complètement fascinant. Moi qui ai toujours pratiqué des danses solo, en fait. Et du coup, voilà, il y avait tout un cocktail de différences qui m'ont attirée vers ce milieu-là. Et c'est comme ça que j'ai démarré la Kizomba. Donc j'étais en première année de formation à l'école. Et arrivée en deuxième année, j'ai gagné Africa Dansar, que j'ai fait au hasard. Ma rencontre avec Chamalo s'est faite au hasard, et puis la participation à Africa Dansar s'est faite au hasard, et tout s'est vraiment passé au hasard. J'avais aucune idée de ce dans quoi je m'embarquais. C'est peut-être pour ça que ça a marché, la chance du débutant. Et voilà, et puis la suite, vous la connaissez. Et du coup, aujourd'hui, je suis diplômée depuis 2017 de cette fameuse formation dans laquelle j'ai passé 3 ans. Et voilà, j'ai commencé à être professionnelle déjà en deuxième année, j'ai commencé à travailler dans la danse déjà, mais là je suis professionnelle à temps plein, je suis danseuse professionnelle, officielle. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on passe cette étape justement de professionnel? Franchement, avoir son intermittence. Ah ouais? C'est tout. Waouh! Voilà, avoir l'intermittence quand on veut être intermittent du spectacle, parce qu'il y a des artistes qui prennent d'autres chemins, qui sont auto-entrepreneurs, qui... Voilà. Quand tu veux prendre la voie de l'intermittence, ouais, l'intermittence c'est compliqué quand même. Ouais, en tant que danseur, c'est... Ouais. Ouais. Après, en dehors de ça, sans parler de ce qui est annexe, on va dire, en parlant de soi, je pense que c'est accepter que les choses prennent du temps, accepter qu'il y a un process, tu vois, un processus, et que tu dois faire ton chemin, parce qu'en fait, tu as besoin de trouver ton identité, et pour trouver ton identité, il faut que tu te connaisses, et pour que tu te connaisses, il faut que tu passes du temps. Il faut que tu attendes que le temps passe, il faut que tu passes du temps avec toi. Donc déjà, peu réalise qu'il y a besoin de passer du temps avec soi, peu accepte, parce que ça fait un peu peur, tu vois, de se retrouver seul avec soi-même, mais c'est inévitable. Et en fait, il y a tout un processus qui fait que c'est un long chemin avant de trouver son identité, et donc l'assumer, l'accepter, l'accueillir. Voilà, voilà. La patience, c'est très important pour un artiste. J'ai dit que d'une façon générale, quand on pense que les autres nous empêchent de, on se trompe, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons nous empêcher de faire quelque chose, ou nous permettre de faire quelque chose. Et quelqu'un, je sais plus qui est-ce qui a dit ça, il a dit une phrase qui dit en fait celui qui dit qu'il peut et celui qui dit qu'il ne peut pas, en fait tous les deux ont raison. À partir du moment où tu dis que tu peux, tu as raison, et si tu dis que tu ne peux pas, tu as raison aussi, c'est toi qui décides, tu vois. Les éléments extérieurs, c'est nous qui leur donnons du poids et du pouvoir ou pas. Voilà. Alors, je voudrais revenir sur tes cours. Oui. Donc tu donnes des cours. Ouais. Depuis quand? J'ai démarré, la première édition était en janvier 2019. J'ai démarré l'année avec ça. Waouh. Ouais. Et ma première question, pourquoi en fait? Qu'est-ce qui t'a incité parce que tu voyages déjà beaucoup. Ouais. Comment ça t'a... Justement, comme je voyage, j'ai lancé donc ce que j'ai décidé d'appeler Ladies in Paris, parce que en fait c'est une bête référence à Niggas in Paris de la fameuse chanson qu'on connaît, voilà. Et bon, il y avait le nom de la ville, et il y avait la référence aux femmes.
Donc c'est comme ça que j'ai décidé d'appeler ce petit bébé-là, qui est venu en fait d'une demande. J'avais beaucoup de demandes autour de moi de la part des femmes. Et moi aussi d'une envie d'avoir un cocon en fait à Paris, parce que je voyage tellement que du coup bah, mes cours souvent je les donne à l'étranger, j'ai pas de socle, tu vois, j'ai pas vraiment d'ancrage ici. Et j'avais envie d'avoir dans la ville dans laquelle j'évolue maintenant, j'avais envie d'avoir ce petit socle en fait, ce cocon, des gens qui viendraient une fois, ou même des gens, il y a des filles là qui vont venir bah, après-demain, vu que c'est samedi la prochaine édition, qui sont venues aux 3 éditions, tu vois, que du coup c'est des têtes que j'arrive à suivre en fait, que j'arrive à voir évoluer, à qui je donne des clés, et, et pour qui j'arrive à voir le fruit en fait, justement, tu vois, c'est ça qui me donnait envie, c'était de pouvoir avoir un suivi, enfin avoir le contexte pour avoir un suivi, tu vois, même si je ne peux pas l'avoir pour X raisons, des filles qui viendraient peut-être que ponctuellement, ou peu importe, mais en tout cas, c'était donner l'ouverture à un éventuel suivi avec un certain groupe de filles. Et, euh, et cette envie, bah, de toute façon, j'ai toujours aimé transmettre, partager. En fait, c'est ce petit bébé-là, c'est un endroit où je ne me positionne pas comme professeur, en fait. Je dis ça à chaque début d'atelier, j'appelle ça vraiment des ateliers, tu vois. C'est pas des cours que je donne, je ne suis pas en train d'enseigner des choses, c'est juste que, en fait, bah bon, j'ai un certain bagage de 20 ans derrière moi, tu vois, qui je pense peut être mis à disposition, tu vois, sans dire que c'est moi qui détiens la vérité d'eux. C'est juste que bah, ce que j'ai pu analyser sur moi, sur d'autres personnes, ce que j'ai pu comprendre, ce que j'ai pu expérimenter, ce que j'ai pu développer, bah, je me dis que peut-être ça va servir et peut-être pas en fait. Mais si ça sert, c'est très bien. Et du coup, voilà, j'avais cette envie de transmettre, de guider, de voir progresser, de voir des femmes s'épanouir. Je mêle un petit peu, c'est très léger, hein, mais je mêle un peu la danse au développement perso et tout. Je fais toujours en sorte qu'il y ait de la bienveillance. Je fais toujours en sorte que les femmes se sentent bien et que ce soit un endroit où vraiment elles peuvent s'émanciper. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment envie de les voir éclore parce que je me dis que trop rares sont les fois où on peut vraiment se sentir bien quelque part, mais vraiment à 100%, tu vois, sans avoir aucune crainte, barrière, jugement. Voilà, c'est vraiment un endroit où je ne juge personne et personne ne se juge. Et on est là pour passer un bon moment. J'essaye de mettre de la bonne musique, d'avoir une belle énergie. C'est un endroit où les femmes, elles peuvent se permettre de se regarder, de regarder les autres sans que les autres ne pensent que, ou sans elles-mêmes être gênées par l'œil qu'elles pourraient porter, tu vois. Avoir vraiment cette possibilité de d'être en fait, tu vois, de regarder ce qu'elles veulent regarder, d'être regardées sans se sentir mal, de se regarder elles-mêmes dans un miroir, de retrouver, de se reconnecter à leurs sensations, tu vois, en utilisant bah, les clés que je donne, parce que ça reste de la kizomba, ça reste de la danse, donc il y a plein de techniques, on travaille la danse, c'est vraiment axé sur la danse, mais il y a plein d'éléments autour en fait qui viennent s'accrocher, tu vois, et je voulais vraiment ce créneau où les femmes peuvent être femmes bien. Voilà, c'était quelque chose qui était vraiment important pour moi. Et bon, bah, j'adore la kizomba, je la pratique depuis quelques temps maintenant. J'ai eu pas mal de demandes, comme je l'ai déjà dit. Et du coup, voilà, c'est un peu la réunion de tout ça. Ladies in Paris, à Paris, tu vois. Les femmes Ouais. sont-elles en danger? Est-ce qu'elles sont ou est-ce qu'elles se sentent? Les deux. Selon toi, bien sûr. Je pense que ça peut arriver, ouais. Ça peut arriver, je sais pas de quel point de vue, de quel danger on parle, mais les femmes se sentent en danger, c'est sûr. Ça, c'est une affirmation que je peux donner. Est-ce qu'elles le sont? Je pense que l'instinct féminin est suffisamment développé et suffisamment juste pour que cette sensation d'être en danger soit née de quelque part et de quelque chose. Donc je pense que c'est pas gratuit. Donc oui, je pense que dans certains contextes, elles le sont. Voilà. Quel est quel est l'objectif à court terme et à long terme de tes cours? Alors, à court terme, arriver à continuer mes ateliers et avoir du monde qui vient, voilà, potentiellement. Et à long terme, j'ai vraiment envie d'entamer des projets
qui est vraiment un groupe qui se forme en fait, tu vois. Au-delà même de la danse, j'ai vraiment envie qu'il y ait une espèce d'alchimie qui se crée déjà de toute façon, parce que j'ai des filles qui s'inscrivent, qui se connaissent déjà, qui viennent en groupe, des groupes de copines qui viennent et tout ça, et j'ai aussi eu le plaisir de constater qu'il y a des filles qui ont gardé contact après avoir passé le stage ensemble et tout ça, et ça c'est des choses qui vraiment me font plaisir parce que j'adore le côté humain de la danse et je suis très heureuse de savoir que avoir engendré ce rendez-vous-là, ça a permis à certaines de se connecter, de se contacter et ça a créé des choses, tu vois, des liens. Et j'aimerais vraiment qu'à long terme, il y ait un groupe qui se fasse avec des projets chorégraphiques, des projets vidéo, pourquoi pas Soyons fous, des shows, tu vois, je sais pas, mais artistiquement parlant, ouais, j'aimerais aller le plus loin possible. Après, je me donne rarement des limites dans mes rêves et dans mes envies parce que plus on va loin et haut et mieux c'est, non? Comment tu te vois en tant que danseuse? Je sais pas. Si tu Je devais te n'en ai. décrire en tant que danseuse. Pas ta personnalité de femme. Ouais, mais quel ta genre de personnalité. danseuse je Ouais, suis? ouais. Je pense que je suis une danseuse organique parce que je donne un créneau plus large à l'expression organique, c'est-à-dire spontanée et corporelle de la danse. Je donne moins de créneaux à la technique pure et aux formes. En fait, je suis plus axée et moi-même plus sensible et donc forcément plus enclin à faire quelque chose qui est de l'ordre du sensationnel, du ressenti. Il y a d'autres personnes qui sont plus touchées par la beauté. Par exemple, les danses qui sont le ballet, c'est une danse belle, le classique, c'est une danse qui est jolie. En termes de sensation, en dehors de la prouesse physique, il n'y a pas de sensation, tu vois. Et du coup, il y a des gens qui sont vachement plus touchés par les choses qui sont belles et qui ont plus envie de faire des choses qui sont belles, donc qui seront plus axées techniques et formes et esthétiques. Tandis que moi, je préfère regarder des choses qui sont plus raw, tu vois, qui sont plus je sais pas, plus de l'ordre de la sensation en fait, du roots. Voilà, donc je pense que du coup, au niveau de ma danse, ça se rejoint. Je pense que je suis plus une danseuse roots organique qui aime qui aime sentir les vibrations, le buste qui bouge, la désarticulation, mais en même temps le contrôle, c'est ce que j'aime faire. Donc je pense que c'est ce que je suis. Pour toi, en fait, si tu devais décrire une bonne danseuse, ça serait quoi? Une bonne danseuse de kizomba ou d'autres de danses. kizomba ou une danseuse en général. Une danseuse en général. Mais si tu pouvais nous dire déjà la kizomba, pour toi, quels sont les critères selon toi d'une bonne danseuse? Je vais faire général et puis je vais cibler vers la kizomba. D'accord. Parce qu'il y a des choses qui sont valables pour toutes les danses Mhm. et des choses que je vais devoir détailler si je rentre dans la kizomba. Pour moi, une bonne danseuse, d'une façon générale, c'est une danseuse qui est honnête avec elle-même et honnête avec les gens. C'est ce qui fait la différence pour moi vraiment de qualité de danseur. Ensuite, si on cible plus une bonne danseuse, c'est une danseuse qui a travaillé, qui maîtrise ce qu'elle fait. C'est une danseuse qui est connectée à ses sensations et qui donc ne va pas avoir besoin d'un miroir pour savoir que son bras est droit, par exemple, tu vois. Donc du coup, c'est quelqu'un qui a travaillé la connexion à elle-même et qui a travaillé les terminaisons nerveuses, tu vois, la maîtrise de son corps. Si je cible encore, une bonne danseuse, c'est une danseuse qui est éduquée et cultivée, qui s'est intéressée à d'autres choses, parce qu'on ne peut pas être fort dans un truc si on ne connaît rien. C'est valable pour tout dans la vie. Tu ne peux que exceller dans un domaine si tu es renseigné sur des millions d'autres, que ce soit à petite ou grande échelle, tu vois. Si je cible encore pour la kizomba, une danseuse de kizomba est une danseuse qui maîtrise sa marche. Plus sérieusement, une bonne danseuse de kizomba, c'est une danseuse qui... on va parler de la technique. Une bonne danseuse de kizomba est une danseuse qui a, pour moi,
compris, accepté qu'elle n'est pas juste une suiveuse. C'est une danseuse qui a compris sa place par rapport à la personne avec qui elle est en train de danser. Et c'est une danseuse qui, du coup, arrive à arrive à s'exprimer à l'intérieur du schéma dans lequel elle s'engage, tu vois, parce que ça reste une danse avec des codes, avec un schéma, et il y a des dessins, tu vois, et il faut qu'elle arrive à s'exprimer à l'intérieur de ces dessins-là. Donc, du coup, la réflexion doit se faire dans le sens de l'ouverture, pas dans le sens de la fermeture. Ce qui veut dire que il y aura des personnes qui vont se dire non, mais de toute façon, il y a des dessins, il y a des schémas, je ne peux que faire ça, et qui du coup vont s'enfermer là-dedans. Et au contraire, d'autres personnes qui vont se dire non, mais attends, en fait, il y a des schémas, il y a des dessins, et là-dedans, je peux faire plein de choses à l'intérieur de ces chemins-là, tu vois. Donc, pour moi, une bonne danseuse techniquement de Kizomba est une danseuse qui a compris ça, qui bien sûr, encore une fois, est connectée à elle-même, donc forcément à sa marche, à ses sensations, qui sait bien utiliser le sol, ses pieds, ses jambes, son bassin, qui n'est pas lourde, qui ne serre pas, qui n'est pas tendue, qui a trouvé le juste milieu entre être suffisamment relâché, parce que ça reste de la danse, donc il faut être relâché, mais suffisamment tenue, parce qu'il y a quand même une tenue de corps, un port de tête, un port de buste, pour pouvoir répondre au guidage. Une bonne danseuse de Kizomba, c'est une danseuse qui pour moi a compris qu'elle était dans un schéma de conversation. Quand tu danses avec quelqu'un, tu parles avec cette personne. Et si je tiens une conversation comme ça, je ne pourrais pas recevoir l'information que la personne est en train de me donner au sein de cette conversation, tu vois. Donc si je ne suis pas réceptive au guidage, si je ne suis pas disponible, c'est que je bouche mes oreilles en fait, donc je ne pourrais pas partager ce moment-là correctement. Donc il faut être ouverte à la conversation. Pareil, si je parle trop fort, ça va pas être agréable. Si je parle trop doucement, ou si je parle comme ça va pas être compréhensible. Donc c'est vraiment être disponible à, tu vois. Et tout ça, c'est techniquement. En dehors de la technique, ce qui est important pour moi, d'après moi, et ce qui fait la qualité d'une danseuse de Kizomba, c'est aussi avoir compris, en dehors du fait que elle n'est pas là juste pour suivre, avoir compris qu'elle n'est pas obligée de tout suivre. Parce qu'on a tendance, à mal, de croire on a tendance à croire que, en fait, à partir du moment où on s'engage dans un suivi, dans un échange de Kizomba, on suit et en fait on doit suivre tout ce qu'on nous demande de faire, tu vois, alors que c'est pas le cas en fait. Ça veut dire que c'est pas arrogant, c'est pas, y a rien de mal à refuser quelque chose. Ça marche pour tout dans la vie. Si jamais je danse avec quelqu'un et que ce qu'il est en train de me guider, de me demander de faire, ça ne me convient pas, je n'ai pas l'obligation de le faire. Rien ne m'oblige, j'ai pas de hache là ici en fait, tu vois. Et ce n'est pas un manque de respect envers qui que ce soit, c'est pas une forme d'arrogance ou de prise de hauteur que de refuser quelque chose, parce qu'en fait j'ai besoin d'être en cohérence avec moi-même pour pouvoir être en cohérence avec la personne, tu vois. Et si je m'inflige quelque chose que j'ai pas envie de faire, ça va pas matcher, tu vois. Donc pour moi c'est important chez une danseuse de Kizomba de comprendre que si la personne n'a pas envie d'exécuter ce truc-là, elle n'a aucunement l'obligation de le faire, tu vois. Je vais faire un lien, j'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui nous regardent, je fais un lien direct et très simple. Avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, c'est un consentement des deux côtés, ok, mais ça ne veut pas dire qu'on est ok pour tout faire, on est bien d'accord. Donc c'est la même chose dans la danse en fait. On a consenti à partager ce moment-là, on a consenti à danser ensemble, mais ça ne veut pas dire que des deux côtés, il y a l'obligation de. Ça ne veut pas dire que dire oui, c'est dire oui à tout. Tu vois. Donc pour moi, c'est important que les femmes comprennent ça, et une bonne danseuse de Kizomba, c'est quelqu'un qui a compris ça, parce que c'est quelqu'un qui sera en accord avec elle-même, et ça se ressentira dans sa danse en fait. Voilà. J'ai un ami qui fait de la salsa, donc quand il arrive en salle Kiz, il dit qu'il entend que du bruit, et en face de lui, c'est une partouze. Donc entendre que du bruit, c'est par rapport à la musique ? Oui. D'accord. C'est marrant parce que des fois j'ai tendance à dire que quand la musique elle ne sonne plus comme de la musique, c'est pas de la musique, c'est juste du bruit. Donc bon, je dis pas que c'est le cas de la kizomba, mais c'est juste le cas de la mauvaise musique, qu'elle soit dans la salsa, la kizomba ou la bachata ou le hip-hop ou peu importe. Il y a un artiste. La mauvaise musique, c'est du bruit en fait pour nous.
Voilà. Donc, on peut pas faire de la kizomba une musique bruyante. Si la musique n'est pas de bonne qualité, bon bah c'est du bruit en fait. Donc la généralité n'est pas bonne. En ce qui concerne le fait qu'il ait l'impression d'assister à une partouze, il y a un élément déjà que je reproche énormément partout où je vais, c'est la lumière. Pourquoi faire? On éteint la lumière en fait. C'est très courant, je vais pas dire partout parce qu'il faudrait pas que je fasse de généralité non plus, mais un festival de salsa, bachata à kizomba, la salsa, ils ont une boule à facettes de ouf. La bachata, ils ont une boule à facettes de ouf. Et la kizomba, ils ont plus d'électricité. C'est complètement éteint. Et du coup, je vous vois rigoler. Et du coup, ça donne déjà cette image que je comprends totalement. Maintenant, on voit une partouze parce qu'on voit les corps se mouvoir d'une façon qui rappelle l'acte, n'est-ce pas? Maintenant, je dirais que c'est plus lié, regarde, dans les danses africaines, jamaïcaines, caribéennes et tout ça, voilà, il y a beaucoup la présence du bassin, il y a beaucoup la présence des rotations et des ondulations. Pourquoi? Parce que c'est des danses qui sont très reliées à la terre, qui sont très roots. Et je pense que la kizomba qui tient ses racines de, voilà, vous connaissez l'histoire, je pense que c'est dû à ça en fait, que la façon de se mouvoir dans la kizomba, bah du coup, tient ses racines là-dedans. Et c'est ce qui fait que roots, sexe, humain, danse, voilà, tout ça c'est un ensemble en fait, tu vois. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on a l'impression de... Après, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui abusent, mais d'une façon générale, je peux comprendre l'amalgame qu'on fait, parce que voilà, il y a cette façon de se mouvoir à laquelle les salseros et les bachateros, un peu quand même maintenant avec la bachata sensuelle, mais la salsa, bon, ils n'ont pas forcément cette habitude, ils bougent, mais ces corps-là, la proximité, ils n'ont pas forcément l'habitude de ça, et je pense que c'est juste une question de nouveauté, tu vois, quand la kizomba, dans 20 ans, 30 ans, de ça, je pense que les salseros ne seront plus choqués par la façon de bouger des kizomberos, tu vois, mais par contre, allumez la lumière, s'il vous plaît. Dans 20 ans, avant 20 ans, maintenant, tout de suite. Voilà. Alors moi j'ai une autre question. Qu'est-ce qui fait en fait, si tant est qu'on peut répondre à cette question, qu'est-ce qui fait qu'une danseuse réussit et devient professionnelle? Elle paye des gens. Ah oui, c'est intéressant ça. Des dessous de table. Donc, ouais, c'est quoi? C'est des prédispositions, des enveloppes, promotion canapé, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui fait que, selon toi, il y a des filles qui réussissent? On pourrait dire ça aussi à des garçons, hein, tu oui, vois. Bien sûr. Mais pourquoi justement il y a des Lydia, des Tony Pirata et j'en passe? Alors, t'as dit le mot qu'il fallait en fait, parce que moi je pensais que t'allais me parler de talent, et toi t'as parlé de prédisposition. Bon, quand je vois des génies, je parle quand même de talent, parce que vraiment il y a des génies qui ont des dons du ciel, c'est incroyable, mais je me compte pas dedans, moi par exemple. Et donc du coup, je dirais que dans la majorité des cas, il n'y a pas de talent, mais il y a plus des prédispositions. Et c'est ce qui fait que il y a des chemins qui se prennent naturellement, tu vois. Moi, je suis convaincue qu'on a tous une mission sur Terre, et en fait, je fais pas des hiérarchies, parce que la société, elle a tendance à mettre des hiérarchies entre les gens et les disciplines et les catégories, tu vois. Et moi, je respecte autant ce qu'on mettrait en haut, c'est-à-dire un artiste ou un footballeur ou un chanteur, ou je ne sais quoi, bon, ça, on est les artistes. Mais je mets au même niveau ce qu'on mettrait en haut que ce qu'on mettrait en bas, une femme de ménage ou un caissier ou peu importe. Pour moi, c'est tout pareil, parce qu'en fait, on a juste des prédispositions. Quelqu'un qui déchire à faire le ménage, il déchire à faire le ménage. Et il y a des gens sur cette terre qui font le ménage, mais 10 000 fois mieux que plein d'autres personnes. Tout comme il y a des gens qui dansent 10 000 fois mieux que plein d'autres personnes, en fait. Tu vois. Donc, pour moi, il s'agit juste de chemin naturel. Je dis pas que faire le ménage, c'est un chemin naturel. Très souvent, on n'a pas le choix. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, on a tous
un talent, quelque part, une prédisposition à, et la nature de ce talent ne donne pas de position normalement en fait. Si quelqu'un déchire à la caisse, qui passe les articles mieux que personne, et ben en fait ça doit pas être en dessous de quelqu'un qui fait un salto mieux que personne, tu vois. Donc on a tous des qualités quelque part. Quelqu'un qui passe les articles mieux que personne, qui est super fort à la caisse, en fait il a une super dextérité, tu vois ce que je veux dire. Quelqu'un qui fait super bien le ménage, mais c'est quelqu'un qui a une super logique de la propreté, qui est super rapide dans ce qu'il fait et très effectif. Voilà, en fait, on a tous des qualités et des prédispositions. Mais qui dit prédisposition dit aussi disposition. Donc des gens qui n'ont pas forcément ces prédispositions-là, ils peuvent travailler pour atteindre une certaine, un certain comment dire, pouvoir ou une certaine capacité. Donc, il y a des gens qui naissent avec, et il y a des gens qui ne sont pas forcément nés avec, et qui, en fait, voudraient avoir telle qualité. Personnellement, j'ai eu la chance, parce que je trouve que c'est une chance, d'avoir les prédispositions qui correspondent à ma passion. Parce que, par exemple, il y a des gens qui sont passionnés par le dessin, mais qui sont super pourris. Ils n'y arrivent pas, ils galèrent. Donc, en fait, ils vont passer des heures, des jours, des semaines, des mois, des années pour atteindre les capacités qui leur permettraient de s'exprimer à travers cette même passion qu'ils ont là. Et il y a des gens qui sont super forts dans un domaine, en maths, et qui en ont rien à battre des maths. En fait, ils s'en foutent, tu vois. Ils sont pas du tout attirés. Pourtant, ils sont super forts, mais ça leur dit rien. Et donc, du coup, je trouve que c'est une chance d'avoir les qualités qui correspondent à ta passion. J'ai eu la chance d'être une passionnée de danse et aussi d'avoir les prédispositions à, qui sont soit dues à moi ou au fait que j'ai commencé tôt, j'en sais rien, je sais pas, hein. Peut-être que si j'avais pas commencé aussi tôt, bah, j'aurais galéré plus que ça, je sais pas. Mais j'ai des prédispositions et j'ai une passion. Et tout ça c'est joint. Et je trouve ça, je me sens super chanceuse. Donc, je pense déjà que ces gens-là qui ont ce jackpot-là, ils sont plus enclins à réussir, pour commencer. Ensuite, il y a des gens qui ont des rêves. Et je pense que ce qui différencie quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas, c'est ce que les gens font de ses rêves, en fait. Tu vois. Donc, dans tout ça, il y a plein de paramètres. Malheureusement, il y a un paramètre qu'on ne maîtrise pas vraiment, c'est l'entourage. Mais là où on a la main mise, c'est ce qu'on en fait de cet entourage, tu vois. En fait, on a toujours le dernier mot sur les paramètres extérieurs, au bout d'un moment, tu vois. Il y a toujours un moment à la fin de l'équation où on finit par avoir le dernier mot, parce que c'est toujours nous qui décidons de qu'est-ce qu'on en fait, en fait, de ce paramètre-là, tu vois. Donc, il y a les rêves et il y a ce qu'on décide d'en faire. Donc, il y a l'entourage, il y a la prédisposition physique. Il y a des gens qui naissent avec des malformations, plus ou moins petits, plus ou moins grands, une jambe en plus, une jambe en moins, on ne sait pas, tu vois. Donc, il y a ce paramètre-là. Et il y a, comment dire, la capacité à visualiser. Et à, comme je disais tout à l'heure, j'évite de me mettre des limites parce que je sais très bien qu'une limite ça veut dire un plafond, et qui dit plafond dit ma tête qui tape à un moment donné, tu vois, et j'ai pas envie. Et y a des gens qui se brident, tu vois, il y a des gens qui s'empêchent, il y a des gens qui ont peur et qui subissent cette peur, qui la laissent avoir de l'effet. Il y a des gens au contraire qui sont audacieux, pour qui la peur soit est un moteur, soit est inexistante. Voilà, il y a plein de paramètres comme ça qui font que en fait, les termes de l'équation vont à la fin faire que il y a réussite ou pas. Mais je pense vraiment que c'est à la portée de tout le monde de devenir danseur professionnel, de devenir je ne sais qui, je ne sais quoi. C'est vraiment qu'une question de ce que toi tu décides de faire avec ce que tu as ou ce que tu n'as pas, ce que tu vas chercher, comment tu vas le chercher, pourquoi tu vas le chercher, tu vois. Voilà, je pense vraiment qu'il n'y a pas de... J'allais dire il n'y a pas d'élus. Il y a des élus parce que quand même, vraiment, quand on sait qu'il y a eu des génies sur la planète, tu vois. Donc, dans un sens, il y a des élus. Mais quand on parle du peuple, des gens, je pense qu'il n'y a pas d'élus et que, en fait, n'importe qui peut être Lydia Laprade si la personne se donne les moyens d'eux, tu vois. Je me suis donné les moyens aussi, en fait. Ça ne m'est pas tombé dessus, tu vois. Donc, c'est à la portée de tous. Qu'est-ce qui fait que ça finit par arriver ? C'est juste entre les mains des gens. Et pour compléter ça, à aucun moment tu as senti, en fait, quand tu sentais que ça partait, en fait, que ta carrière, en fait, démarrait et que tu rentrais
dans le vif du sujet, dans le sérieux, Mhm. est-ce que t'as pas eu peur? Tu t'es pas dit, oula, là ça devient sérieux, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que t'as pas douté de tes capacités en fait à être dans la cour des grands? Mm. Où tu t'es dit, rien à foutre, j'y vais. Alors, faut savoir un truc, c'est que quand ma mère m'avait dans son ventre, il y avait une petite poche à côté, et ça s'appelait le doute. Et quand je suis née, et la poche m'a suivie. Et donc je suis née avec le doute. Tu vois, j'ai douté toute ma vie, du moment où je suis arrivée ici, jusqu'au moment où je partirai, je pense, j'aurai des doutes. Donc j'ai douté toute ma life. Douter, c'est ma vie. Je mange doute, je bois doute, c'est du matin au soir, du lundi au lundi, voilà. J'ai peur tout le temps. Et Tout le comment temps. tu fais alors? Je sais pas, je peux même pas compter le nombre de scènes que j'ai faites dans ma vie. Je suis montée sur scène plus que ce que j'ai fait d'autres choses. J'ai plus fait de scènes que je suis montée dans le bus. C'est incontable. Et pourtant, encore aujourd'hui, avant de monter sur scène, je suis comme ça. À chaque fois, je me dis, mais pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi je me fais ça? Je me dis, mais pourquoi je me torture comme ça? Qu'est-ce que j'ai? C'est quoi mon problème? Je suis sado, maso, sado. Qu'est-ce que c'est que ça? Et à chaque fois que je sors de scène, je me dis, oh, je vais y retourner quand même, c'était trop bien. Donc il y a un espèce de truc, c'est je sais pas, peut-être j'aime bien me faire du mal, j'en sais rien, mais j'aime, c'est tout. Et l'amour, ça s'explique pas. On dit souvent que quand on sait pas pourquoi, ça veut dire qu'on aime pour de vrai. J'aime la danse, j'en ai fait toute ma vie et j'adore monter sur scène parce que il y a un petit truc aussi que j'arrive à expliquer, c'est que moi, quand je regarde quelque chose, une scène, un show, une vidéo, peu importe, quand je regarde quelque chose et que ça me procure des sensations, c'est agréable. Je regarde un show de ouf, oh, c'est un kiff. C'est comme manger un bon plat, tu vois. Et donc du coup, être sur scène et savoir que je peux éventuellement ou que je suis en train de procurer ce kiff-là, c'est comme quand tu mets du cœur à la cuisine et que tu sers les gens et que tu vois que les gens ils sont en train de kiffer ton plat, t'es satisfait, t'es heureux. Bah, c'est pareil avec la danse. Je suis super heureuse de savoir que peut-être je procure des sensations à, peut-être que j'ai fait naître des petits rêves dans les têtes des gamines qui m'ont vu dans je ne sais quel pays, parce que maintenant avec internet on nous voit partout, j'en sais rien, ou peut-être pas, hein, mais juste le fait de me dire, voilà, peut-être que c'est ça qui me fait tenir, et en vérité j'adore la scène, même si elle me fait horriblement peur, j'adore la scène. J'ai peur tout le temps, je doute tout le temps, mais je passe outre en fait. Et c'est ce qui fait que je continue. Maintenant, mon arrivée dans la cour des grands, en fait, je ne l'ai pas vu venir. Et je ne l'ai pas comprise tout de suite. Comme j'ai dit, je vais prendre l'exemple de la Kizomba par exemple. Quand j'ai fait Africa Dansar, et que du coup on a eu nos premiers bookings, je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas qu'il y avait des festivals, et que dans ces festivals, il y avait des professeurs, et que... Tu vois ce que je veux dire? J'ai tout appris sur le terrain. J'ai appris très vite. Et bon, de toute façon, j'ai donné des cours depuis longtemps et j'avais déjà cette gymnastique intellectuelle par rapport à ce qui se passait. C'était quand même mon milieu, ça reste un milieu de danse artistique et tout ça. Mais il y avait des codes que je ne connaissais pas, qui m'étaient étrangers, tu vois. Et en fait, je savais pas que... Déjà, je ne savais pas que Africa Dansar avait cette grandeur-là. Chamallow m'a dit voilà, il y a tel concours, viens on le fait. Pff, moi j'ai vu ça, ah un concours de danse, ok, moi je kiffe, voilà, ok on fait. On a fait, on a gagné. Je savais pas que c'était une vitrine incroyable. Et je savais pas qu'en gagnant, et nous on a fait un doublon, on a fait un buzz et on a gagné derrière. Donc du coup tout ça mélangé, je savais pas que ça allait mettre ma tête sur des flyers, tu vois. Donc on n'avait pas encore gagné les championnats du monde, qu'on était déjà bookés sur des festivals et tout ça à cause de la vidéo du show robot, voilà. Et en fait, c'est arrivé tellement vite que j'ai même pas eu le temps de le voir venir, tu vois, ça fait vroom. Et après, j'ai dit, ah ouais, mais en fait, voilà. Et du coup, j'ai suivi derrière et j'ai pris le rythme et j'ai tout appris sur le moment. Mais j'ai vraiment pas compris que je m'engageais dans la cour des grands et que j'allais devoir avoir une image artistique, une responsabilité. Je l'ai compris vite, mais je l'ai pas compris tout de suite. Ça m'a pris quelques semaines, hein. Mais il y a eu ce laps de temps de quelques semaines qui a fait que voilà, j'ai eu besoin de comprendre ce qui se passait. Donc, j'aurais pu ne pas douter, parce que je ne l'ai pas vu arriver et je ne l'ai pas programmé surtout. Parce que souvent, quand tu doutes, c'est quand tu programmes. Tu mets en place quelque chose, tu te donnes un objectif, et puis après, tu te dis non, mais peut-être que ça ne va pas marcher, mais machin. Hein.
Et c'est souvent là que le doute prend place. Mais quand ça va vite, voilà, il n'y a pas le temps. Mais comme je suis née avec le doute, évidemment, même si c'est allé vite, j'ai douté quand même, bien sûr. Euh, je n'ai jamais douté de ma légitimité. Pourquoi ? Parce que je suis sûre de mes intentions. Je suis sûre de ma bienveillance. Je sais que je fais pas ça pour les paillettes. Je sais que je fais pas ça pour toutes les raisons qui pourraient être vues comme mauvaises ou malsaines, même si j'ai pas trop tendance à juger les choses d'une façon générale, ou mettre de couleur à, mais tout ce qui pourrait être quand même mis du côté du malsain ou du pas cool, euh, je sais que je l'ai pas, tu vois. Donc je sais que si on me donne une place, je suis légitime. Je me sens pas légitime quand je donne mon cours. Parce que déjà, je n'impose pas ce que je donne. Si je dis toujours aux gens que en fait, s'ils ont envie de garder ce que je leur dis, ils le gardent, c'est très bien, ça me fait plaisir. Et s'ils n'ont pas envie, c'est pas grave, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, pour moi, je suis à ma place partout. Je suis à ma place sur une scène devant 5000 personnes, comme je suis à ma place dans une salle avec 5 personnes. C'est pareil. Il y a quelqu'un dans l'entourage de Dre qui a dit, c'était le père d'un des mecs de l'entourage de Dre, qui a dit à son fils, tu sais, il faut que tu te dises que le monde se porte mieux avec toi que sans toi. Et si tu réfléchis comme ça, tu es à ta place partout, parce que où que tu te trouves, tu te dis, ici, c'est mieux avec moi que sans moi. Si tu es dans une pièce, dans un studio avec des artistes en train de travailler sur un son, et que tu raisonnes de cette façon-là, tu es à ta place. Si tu es sur une scène devant 10 000 personnes, tu es à ta place. Si tu es dans une salle avec 3 personnes, tu es à ta place. Si tu es dans un endroit où tout le monde te déteste, tu es à ta place. Et si tu es dans un endroit où tout le monde t'aime, tu es à ta place aussi, en fait. Tout vient de toi. Et comme je sais que mes intentions sont bonnes et que je cherche toujours à aller vers le bien et vers le mieux, je me sens légitime. Je suis à ma place partout. Si je suis dans un festival de ouf ou si je suis pas dans un festival, tu vois, où que j'aille, ma légitimité, je n'en doute pas. Ce dont je doute, en revanche, c'est voilà, ma capacité à bien faire. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, même si j'essaye d'éviter ce double jugement-là, là, tu vois. Est-ce que ce que je vais faire, ça va plaire ou pas, même si ça, faut pas trop le calculer non plus. Enfin, tu vois, les doutes, ils sont plus axés sur des choses auxquelles, en vrai, faut pas trop que je donne de poids, en fait, tu vois. Donc, du coup, bah, je dis trop, tu vois, va vraiment falloir que j'arrête de faire ça. Donc, du coup, les doutes, je fais tout pour leur donner moins de poids et moins de pouvoir, tout comme je donne le moins de poids possible et de pouvoir possible à la peur et à tout ce qui freinerait quelqu'un. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là, c'est la vie. Franchement, je bois de l'eau, je doute, quoi. C'est comme ça, je suis humaine. Si j'ai bien compris, c'est la musique qui a fait ta transition artistique et professionnelle. Pourquoi ? Euh, la musique et le rapport qu'on a à la musique d'une façon générale, l'effet que ça nous fait, ça dépend beaucoup de la sensibilité des gens. Et ça, c'est valable pour l'artistique, c'est valable pour énormément de choses. Il y a des gens qui vont avoir besoin de beaucoup et des gens qui vont avoir besoin de peu. Des gens qui vont dire que quand il y a peu, c'est trop pauvre, ils ont besoin de beaucoup. Et des gens qui disent que quand c'est beaucoup, c'est trop chargé, en fait, ils ont besoin de peu. C'est comme, voilà, il y a des amateurs de peinture qui adorent les toiles blanches avec un point rouge au milieu. Et il y a des gens qui adorent la peinture bordélique avec 1 million d'infos dessus. Tout comme il y a des gens qui adorent regarder des films muets en noir et blanc, et des gens qui adorent les films avec des milliards de couleurs et plein de textes qui se chevauchent. Pareil pour la musique. Il y a des gens qui adorent la musique épurée, et il y a des gens qui adorent la musique... voilà, c'est... La musique, c'est de la fréquence. Le son est une fréquence, au sens propre du terme. Hein. Il y a une fréquence, et nous-mêmes, on vibre à une certaine fréquence. Et du coup, c'est juste une question de sensibilité à telle ou telle fréquence. C'est pour ça qu'on ne peut pas porter de jugement sur... on peut s'accorder à avoir les mêmes goûts et donc avoir une majorité de personnes qui pensent que ce danseur est bon, cette musique est bonne, ce tableau est beau. Mais on ne peut pas mettre de couleur, on ne peut pas dire qu'une musique est mauvaise ou une musique est bonne, ou une danse est mauvaise ou une danse est bonne, parce que c'est trop subjectif en fait. Et on a vraiment tous une sensibilité différente, il y a autant de sensibilité sur cette terre que de personnes. Donc là, avec 7 milliards de sensibilités, on peut en mettre plein d'accords, mais avec tout ça là, on peut pas décider que ça c'est bien, pas bien, riche, pauvre, beau, pas beau.
Voilà, donc du coup, mon rapport à la musique est différent du rapport que d'autres personnes auraient à la musique. J'ai un lien très étroit, d'autres ont un lien moins étroit. L'effet que ça me fait, ça a une certaine couleur, d'autres ont une autre couleur au niveau de leur effet. Enfin, c'est très personnel, très unique. Et donc du coup, en ce qui me concerne, la musique, c'est beaucoup dans ma vie et c'est très important et ça me fait vivre énormément de choses en termes de sensations et du coup, c'est ce qui a fait que la musique peut m'influencer vers un certain chemin. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai une petite question juste pour finir par rapport à la musique. Une prof de kizomba, elle fait quoi? Elle écoute de la kizomba du matin jusqu'au soir Tellement pas. J'adore la kizomba, j'adore la bonne, ce que j'estime être, ce à quoi je suis le plus sensible, style de kizomba, mais j'écoute tout. Quand je dis tout, c'est tout. Là, j'ouvre mon téléphone, j'ai tout dedans. Et des fois, c'est drôle parce que quand je mets un son pour une démo, par exemple, je mets un son et puis le son termine et le son d'après, c'est un truc qui a rien à voir. Et les gens ils me regardent comme ça, genre, hein, t'écoutes ça? Voilà, donc j'ai 1 million de styles de musique, je suis ouverte à tout, j'adore tout. Eh bien voilà, on arrive au terme de cet entretien. Est-ce que tu peux clôturer en nous parlant du cours? Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais dire en fait à tes élèves? Voilà, on te laisse clôturer. Alors, le cours qui arrive, c'est donc samedi qui arrive, là, samedi 4 mai, il se tiendra au Lax Studio, donc c'est le studio qui se trouve dans le 20e arrondissement, de 15h30 à 17h30. Et c'est une édition que j'ai faite, en fait les 2 premières éditions étaient des éditions de 3 heures, où vraiment j'avais un éventail de comment dire, un éventail de choses, d'exercices, un éventail de techniques et tout ça que j'abordais, qui est c'est vraiment le format le plus complet. Et là par contre pour cette édition là j'ai décidé de faire une édition spéciale axée vraiment sur ce qu'on appelle le body move, parce que j'ai eu beaucoup de demandes des filles en fait, parce il faisait partie des autres ateliers mais en plus courte durée, tu vois. Donc là on va passer 2 heures vraiment à travailler le body move. Ça veut dire trouver les sensations. Alors je ne cherche jamais à regarder le miroir et à voir ce qui fait bien. Je connecte toujours les filles à leurs sensations. Donc je donne les éléments techniques qui vont servir à effectuer tel mouvement, tel geste, voilà. Mais c'est toujours une question de sensation. Donc je leur fais toujours prendre la température. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez confortable ou pas? Voilà. Et du coup, comment on va aborder le body move, ça va être vraiment comme ça. La sensation à soi-même, comment on sent que ça bouge et comment on aimerait que ça bouge et qu'est-ce qui va nous permettre d'arriver à bouger comme ça. Bien sûr en déplacement, parce que bouger sur place c'est trop facile, donc il va y avoir des déplacements, des exercices de jonction entre le déplacement et le mouvement seul, déplacement seul. Voilà, j'essaye vraiment de faire quelque chose qui est axé, poussé au niveau du body move pour que les femmes puissent chacune trouver les chemins qui correspondent à leur morphologie, parce que pareil on n'a pas les mêmes corps, tu vois. Donc voilà, samedi pendant 2 heures c'est ce qui va se passer. Bien sûr il va y avoir d'autres choses, ça va pas être 2 heures de roulage de bassin, mais ça va être le main sujet, parce que je suis bien apparemment. Ça va être le sujet principal de ce stage là. Pendant 2 heures on va apprendre à bouger son bassin, ses jambes, tout ça sur place ou dans le mouvement, plus ou moins rapidement, voilà. Ok. Et le mot de la fin? Aimez-vous.